Bienvenue à cette exploration consacrée aujourd'hui à Olivia Rodrigo, une artiste dont l'ascension a été, on peut le dire, absolument fulgurante. Oui, fulgurante, c'est le mot. On va s'intéresser un peu à ses deux premiers albums, Sourd bien sûr, et puis Guts. Et évidemment, impossible de passer à côté de sa tournée mondiale actuelle, le Guts World Tour. Hmm. L'idée, en fait, c'est de comprendre ce qui fait mouche dans sa musique, d'où vient ce succès massif, en piochant dans différentes sources, sa bio, des critiques, les réactions des fans aussi. D'accord. Allez, on décortique ça. Oui, et ce qui saisit vraiment tout de suite, c'est la rapidité. Son tout premier single, Driver's License, en 2021. Ah oui, Driver's License. C'était pas juste un succès, quoi. Ça a pulvérisé des records Guinness. C'est vrai. Lesquels, par exemple? Le titre le plus rapide à atteindre 100 millions de streams sur Spotify, le titre non-Noël le plus streamé en 24 heures, enfin, c'est phénoménal comme démarrage. Phénoménal, oui. Mais au-delà des chiffres qui sont dingues, qu'est-ce qui, dans cette chanson, précisément, a pu créer une telle connexion, une vague pareille? Pourquoi celle-là? Bonne question. Je pense que Driver's License a touché une corde hyper universelle, celle du chagrin d'amour adolescent, Mhm. mais avec une vulnérabilité, une honnêteté assez rare en fait. Cette authenticité un peu brute, c'est devenu sa marque de fabrique, j'ai l'impression. D'accord, l'authenticité. Et la reconnaissance des institutions et la suivi direct. Hmm. 3 Grammys d'emblée, dont meilleure nouvelle artiste. Ah oui, quand même. Et compositrice de l'année par la SCAP 2 fois, en 2022 et 2024 avec Daniel Nigro, son collaborateur. Ça montre bien que c'est pas juste un feu de paille, quoi. Non, clairement. Et cette énergie, cette authenticité dont on parle, j'imagine qu'on la retrouve sur scène, hein? Ah oui. Le Guts World Tour, là, qui est en cours jusqu'en 2025, ça a l'air de confirmer ça. On a vu passer des moments assez sympas, non? Des duos avec Sheryl Crow, Lily Allen. Exactement. À Nashville, à Londres, des moments assez uniques. Et là, cette liste, elle mélange les deux albums, c'est ça? Les tubes de sourds, genre Driver's License, Good For You, et puis les titres plus péchus de Guts, comme Vampire, Ballad of a Homeschooled Girl. Cette dualité, elle passe bien en concert? Absolument. Le live, ça amplifie même cette évolution. Et puis, son parcours y est pour quelque chose. C'est-à-dire? Elle vient de Disney, de Bizarre Vark, High Score Musical, The Musical, The Series. Un univers très très formaté. Oui. Et sa transition vers la musique, ça s'est fait avec une affirmation très forte de sa propre voix, de son style. Il y a aussi des éléments plus perso qui jouent, je pense, son héritage philippino-américain, ou même sa surdité partielle à l'oreille gauche, c'est mentionné dans sa bio. Ah d'accord, je ne savais pas pour l'oreille. Et musicalement, elle pioche large. Taylor Swift, Lorde, oui, pour l'écriture pop introspective. Classique pour sa génération, on va dire. Voilà. Mais sur Guts, c'est flagrant, les influences rock, alternatif, punk. On entend du No Doubt, du The White Stripes, même des choses plus dures comme Babes in Toyland apparemment. Elle arrive à faire un mix de tout ça. Intéressant. Et ce mélange, justement, cette touche plus rock sur Guts, comment c'est reçu par les fans? Sur Reddit, par exemple, qu'est-ce qui ressort? Alors ça, c'est un point central des discussions en ligne. Les fans adorent cette brutalité émotionnelle, cette rawness comme ils disent. La crudité, l'honnêteté brute. C'est ça. Ils trouvent qu'elle capture vraiment l'expérience ado, les peines de cœur, l'anxiété, l'image de soi, mais sans filtre. Beaucoup accrochent à cette vibe un peu rétro années 90. Oui. On voit des comparaisons avec Fiona Apple, parfois Courtney Love pour l'intensité, et ce qui revient aussi, c'est des qualités plus techniques. Sa diction, qui est très claire, les nuances dans sa voix, son talent pour raconter une histoire avec parfois une pointe de sarcasme. Mhm. Donc ce passage de la pop un peu mélancolique, de sourd, à quelque chose de plus rentre-dedans, plus pop-punk sur Guts, ça semble vraiment fonctionner parce que ça sonne vrai, comme une évolution logique, personnelle. Et cette connexion qu'elle crée, elle dépasse la musique, non? Elle est reconnue comme une figure influente. Forbes 30 Under 30, Fortune 40 Under 40. Oui, tout à fait. On l'a même vue à la Maison-Blanche en 2021 pour parler vaccination avec le président Biden. Ça joue ça sur sa musique ou sa perception? Bon, difficile de dire si ça a un impact direct sur la musique elle-même, mais ça contribue clairement à son image. Une artiste connectée à son époque, consciente. D'accord. Mais pour revenir à l'essence de son succès, je pense que c'est vraiment cette combinaison. Une vulnérabilité dans laquelle beaucoup peuvent se reconnaître, une écriture très directe, très perso, et puis cette flexibilité musicale, quoi. Elle prend dans différentes époques, différents genres, et elle en fait quelque chose de très actuel. Et l'actu Le Monde, ça continue de plus belle. Il y a eu le film de sa tournée Guts World Tour sur Netflix fin 2024. Oui. Et elle annonce déjà son plus grand concert solo au Royaume-Uni pour l'été 2025, à Hyde Park. C'est énorme.
Ah oui, BST à Hyde Park, c'est une étape majeure. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Clairement, la trajectoire est toujours ascendante. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour la suite. Laquelle? Mais maintenant qu'elle sort un peu des thèmes purement adolescents, vers quoi son écriture, sa musique vont évoluer? Qu'est-ce qu'elle va explorer? Bonne question. Ou alors, pour faire écho aux discussions des fans sur le retour du rock. Comment des artistes comme elle, qui jouent justement avec ces frontières entre pop, punk, alternatif, comment vont-elles continuer à redéfinir, à façonner le paysage de la musique populaire? Voilà, matière à réflexion.